Nous voilà pour un autre chapitre basé sur les réseaux Kubernetes. Et à travers ce chapitre, nous allons explorer comment les conteneurs peuvent communiquer dans un réseau Kubernetes, c'est-à-dire dans un cluster, à travers plusieurs nœuds, plusieurs pods. Et comme à chaque fois, eh bien, nous allons nous baser sur une application simple, toujours écrite en Node.js, et qui va contenir trois services, trois API qui vont communiquer entre eux, ou entre elles, pardon. Donc, ces API, en fait, donc on va avoir une première API, hop, une API d'authentification qui va être chargée de valider l'authentification des utilisateurs et surtout de fournir, eh bien, un token d'authentification une fois que l'on aura validé l'authentification, une fois qu'on aura vérifié que l'utilisateur a bien le droit d'accéder à tel ou tel service. Cette API va communiquer forcément avec une autre API qui est Users API, qui va contenir donc les principales fonctions qui sont liées à la gestion des utilisateurs dans une application, que sont par exemple la création des utilisateurs et le login. Quand un utilisateur va se loguer sur l'application, il va appeler une fonction login, qui est une route login surtout, une route login qui est définie donc dans le Users API, mais cette route en fait va elle-même communiquer avec le Auth API pour aller vérifier si les informations sont correctes et surtout récupérer le token d'autorisation. Donc on va voir ici eh bien, comment fonctionne la communication interne au pod. Parce que nous avons un pod, et dans ce pod-là, nous avons fait le choix eh bien, de mettre deux services à l'intérieur, le service d'authentification et le service des users. Il va y avoir un deuxième pod qui va contenir donc une autre API, une API qui s'appelle Task API et qui va nous permettre eh bien, d'ajouter des tâches. Donc c'est une simple en fait to-do list. Et bien sûr, l'ensemble sera accessible depuis l'extérieur du cluster. Alors bien que mon schéma ici inclut le client à l'intérieur du cluster, bien entendu, ce client-là est complètement à l'extérieur du cluster. Il s'agira d'un client Postman ou d'un client Insomnia. Donc voilà pour la présentation de cette application. Ce que je propose, c'est d'aller faire un petit tour au niveau du code source pour regarder un peu comment est architecturé bien ce code. Nous avons ici dans le code source donc une, deux, trois, quatre dossiers. Nous avons quatre dossiers. Un dossier hot API qui contient le code source ici de l'API avec le fichier hot.js. Donc, vous pourrez jeter un coup d'œil, hop là, ici, pour voir les routes qui sont concernées. Donc, on a une route verify token, on a une route get token, nous avons une route aussi qui va nous permettre de récupérer un mot de passe haché. On a une deuxième API toute simple, donc le Task API, on va y aller tout de suite dedans. Le Task API, nous avons une route qui récupère la liste des tâches et qui permet de poster des tâches. Donc voilà, rien d'extraordinaire ici. Et la route User API, donc c'est une route qui nous permet de poster, d'inscrire un nouvel utilisateur. Une fois que nous avons saisi ça, donc on va récupérer donc l'email et le password du futur utilisateur. Et puis ensuite, eh bien, on va récupérer un mot de passe haché. Ce mot de passe haché, donc ça sera le hash du mot de passe qui aurait été saisi, qui aurait été défini. Vous voyez bien qu'on fait appel ici au conteneur hot. Ici, le terme hot fait référence au nom du conteneur défini dans le Dockerfile, dans le Docker Compose. Vous voyez ici, l'application a été containerisée déjà, donc il y a un Docker Compose, et on voit que mes services, j'ai un service qui s'appelle hot, users et task. Eh bien, on retrouve ces noms-là dans le code source de l'application, conformément aux bonnes pratiques que nous avons vues dans le cours sur Docker, et notamment sur les réseaux aussi Docker, puisque pour que une application multi-conteneur fonctionne et communique, il faut que chacun des conteneurs appartienne au même réseau Docker. Euh, voilà, ici présent. Alors ici, vous voyez, si je regarde le code que j'ai mis,
Voilà, je les ai pas j'ai pas spécifié, non, donc j'aurais pu spécifier des réseaux pour rentrer dans les clous. Mais c'est pas grave, la communication va fonctionner quand même. Donc ensuite, la route, ici, on a le hash. Donc on récupère, donc on va utiliser la route hashed password qui nous provient donc du conteneur hot. Voilà. Ensuite, on a une route login. Et une route login, elle, qui va aller chercher, récupérer le token d'authentification et qui va nous le retourner une fois que l'authentification aura été bien validée. Donc voilà pour le fonctionnement global de l'application. Ah et puis bien sûr, j'ai un dossier Kubernetes ici dans lequel je décidais de ranger tout, parce qu'on commence à avoir pas mal de fichiers là, d'accord? Donc pour hiérarchiser tout ça et structurer tout cela, eh bien j'ai décidé de créer un dossier avec déjà un déploiement et un service. Vous voyez, j'ai formaté le nom en disant que bien le user déploiement ici, tous les déploiements et les services qui sont propres au conteneur seront préfixés par le nom du conteneur en question. Voilà pour cette rapide présentation de l'application. Alors on peut monter l'application maintenant, on va l'essayer avec un petit Docker Compose, non, pas Compote, bon, il est presque midi là pendant que je suis en train de... Donc voilà, c'est le petit lapsus. C'est plutôt Compose. Euh, Alors c'est up et -d. Donc l'application se monte. Donc l'application est montée. Je vais aller récupérer donc l'URL pour tester cette application-là. Hop, c'est l'application qui se trouve ici. Enfin, je vais tester sur le port 8080, je vais tester donc les routes de login par exemple. Voilà, je teste. Donc on a bien la communication qui est effectuée, puisque je retrouve ici donc mon token ABC qui m'a été donné. Et alors, quelle c'est l'autre route à tester sur le conteneur user? On va aller voir ici. Donc, la route login fonctionne. Et on pourrait vérifier, par exemple, sign up pour créer un nouvel utilisateur. Voilà, on a bien la réponse. Voilà, vous voyez que l'application fonctionne, puisque à chaque fois, si je regarde le code source, nous avons une communication avec le serveur d'authentification qui est en fait représenté par le conteneur auth, AUTH. Voilà, donc maintenant nous allons voir comment déployer tout ça dans l'environnement Kubernetes et comment surtout faire communiquer ce petit monde. Nous allons donc effectuer maintenant la migration de l'application vers Kubernetes. Et pour y parvenir, eh bien, nous allons procéder étape par étape. On va commencer par l'API utilisateur, parce qu'on va d'abord approfondir dans un premier temps une notion que sont les services Kubernetes. Alors pour démarrer avec l'API utilisateur, eh bien, il nous faut modifier dans un premier temps le fichier user-app et on va en fait, si vous voulez, supprimer toutes les connexions au, au conteneur autre. D'accord, on va l'isoler pour l'instant, c'est-à-dire qu'on ne va pas le faire travailler avec l'authentification tout de suite. Ça nous permet bien d'y aller dans la progression étape par étape et d'ajouter après bien, de nouveaux services de connexion euh, par la suite. Donc on va commenter la ligne, ici présente la ligne 26. Je vais la commenter et je vais remplacer par du code, ce qu'on appelle du code dummies en anglais, ou même dans tout ce qui est création d'environnement de test, etc. On appelle ça des dummies, ce sont des valeurs factices. Donc ici ça s'appelle pass hashed password égal, et puis je vais l'appeler texte factice ou dummies. Je pourrais l'appeler dummies. Voilà. Ensuite, on regarde la route login ici présent. La route login, nous avons donc la variable réponse ici, qu'il va falloir mettre en commentaire.
Ah, mon raccourci ne fonctionne pas. Bon, bah, je vais faire à la main. Voilà, et on va eh bien, ajouter une fausse réponse. Donc const, champ majuscule, donc const response égale, donc on va lui passer une réponse statut, un statut code 200. Voilà. Et puis des datas, et dans les datas, il attend un token, donc je vais lui donner le token ABC. Ouais. Maintenant, nous allons reconstruire donc la nouvelle image. Hop. Là, je vais l'appeler demo user et je vais lui mettre le tag latest, même si par défaut, on prend l'habitude de toujours taguer nos images. Alors, il faut que j'entre dans le dossier cd user API et là, je peux enfin faire mon build. Et ensuite, je vais push cette image. C'est pareil, il va falloir que vous créez des repositories sur le Docker Hub pour que ça fonctionne. Moi, je les ai déjà créés, donc je ne remonte pas la manipulation. Donc, nous avons notre image ici qui est faite. Eh bien, dans le dossier Kubernetes, nous devrons avoir un fichier de déploiement qui ressemble à celui-ci. Et on va regarder un peu eh bien, sa configuration. Donc ici, il n'y a rien d'extraordinaire, toujours un déploiement avec les métadatas. Réplica, on va mettre un seul. On a notre sélecteur qui va matcher sur l'étiquette app user. Ensuite, on va créer la configuration donc, des conteneurs. On va avoir des métadatas ici avec l'étiquette associée, donc app user. Et on a les spécifications donc, du conteneur. Donc on a un conteneur, alors ici on va le supprimer, celui-là, hop. On a un conteneur qui va être nommé user, qui va être basé sur l'image que nous venons de déployer, et pour l'instant, ceci, on va le supprimer. Voilà. Donc on va appliquer le déploiement. Donc cette fois-ci, alors je vais créer ici un nouvel onglet, comme ça je pourrai switcher entre les différents dossiers. Sans avoir à chaque fois à faire des CD 2.2. Ça va me simplifier un peu l'ergonomie. Alors CD. Et puis je vais rentrer directement dans le dossier Kubernetes, voilà. Et comme ça, je vais appliquer tout de suite mon déploiement dans Kubernetes. Le déploiement est créé maintenant. Donc maintenant, on va avoir un pod opérationnel. Il va falloir avant que l'on crée un service, parce qu'en fait, on a déjà vu cela, hein. C'est un concept que l'on connaît. L'étape suivante, donc, c'est de créer un service. Alors pourquoi on répète, hein, c'est parce qu'en fait, on va souhaiter atteindre l'API utilisateur. Et même si l'API d'authentification et l'API des tâches, ils n'ont pas encore été déployés, eh bien, on veut quand même pouvoir, là, actuellement, atteindre l'API utilisateur depuis le monde extérieur. Je le répète, depuis le monde extérieur, depuis donc, un client qui est à l'extérieur du cluster, comme Postman, par exemple. Mais cela, c'est pas obligé d'être Postman, hein, ça pourrait très bien être une application web qui est connectée à notre API. Il peut y avoir un front aussi, il peut y avoir un front-end de connecté. Il peut y avoir un deuxième en fait conteneur qui va se connecter à notre API. Donc en fait, on doit être capable en tout cas d'envoyer une telle requête pour que peu importe le service extérieur qui soit accédé
eh bien, notre API eh bien, puisse communiquer avec elle. Donc pour clarifier à nouveau, donc les services, ils permettent de faire deux choses. Ils fournissent une adresse IP stable qui ne change pas constamment. Les pods possèdent des adresses IP par défaut, on l'a vu, mais qu'à chaque fois, on le sait, elles sont supprimées, etc. lorsque les pods sont supprimés eux aussi ou déplacés vers différents nœuds. Donc un service permet de garantir l'accession au pod via une adresse IP qui est stable. Et en plus de ça, eh bien, les services, il y a une deuxième chose que l'on va voir là, vont pouvoir être configurés pour autoriser l'accès depuis le monde extérieur, ce qui n'est pas possible par défaut. Par défaut, les pods ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. Donc finalement, la recette est simple, le service nous permet d'avoir une IP stable et un accès depuis le monde extérieur. Donc on va créer, donc ici il est déjà créé, le fichier userservice.yaml, et à l'intérieur de celui-ci, donc on va avoir les métadatas que nous connaissons, le kind, donc le service que l'on connaît, des spécificités, donc toujours avec notre sélecteur qui va dire que ce service-là va s'appliquer sur tous les conteneurs qui contiennent l'étiquette app avec la valeur users. Et ce qui est important ici, c'est qu'on met le type à load balancer. Le type load balancer, je le répète, ce type va permettre en fait une communication entre les pods depuis l'extérieur et puis surtout interpod. Alors il y a différents types de services. Je vous refais un résumé ici. Donc on a le cluster IP, d'accord. Le cluster IP, c'est le service par défaut. Ça veut dire que si il n'est pas spécifié, ce type, eh bien par défaut, le service va être configuré avec ce type, le cluster IP. Donc c'est un service qui rend votre service au niveau interne, d'accord, votre service n'est accessible qu'à l'intérieur du cluster, pas depuis le monde extérieur. Donc c'est pas du tout ce que l'on veut ici, on n'a pas besoin. Ensuite, il existe un autre service, c'est le node port. Le node port, à quoi il sert? Eh bien, lui va nous permettre en fait d'accéder au monde extérieur, mais il va utiliser l'adresse IP du nœud. Donc c'est pas vraiment l'idéal non plus si on a plusieurs nœuds. D'accord? Si nos pods sont répartis dans plusieurs nœuds et qu'on n'utilise que l'adresse IP d'un seul nœud, forcément, lorsque vous avez un pod qui se déplace dans un autre nœud, l'adresse IP finalement va changer. Donc là, c'est pas du tout non plus ce que l'on souhaite. Nous, on voudrait que mon pod soit accessible, peu importe sa localisation. S'il change de nœud, s'il migre, eh bien on veut qu'il soit toujours accessible. Donc c'est là qu'intervient notre type favori, qui est le load balancer. Le load balancer, lui, il va créer l'adresse IP qui va être disponible depuis l'extérieur. Cette adresse IP, elle va être fixe, elle va être unique, elle va être créée et définie au pod. Et donc là, c'est vraiment ce que l'on recherche. Alors, maintenant, continuons donc après cet aparté. On a vu donc le load balancer, ce que nous allons mettre ici. On va configurer les ports. Donc on a notre application, en fait, le user app expose le port 8080. Donc moi je voudrais que le monde extérieur ait accès à cette application depuis bien, le port 8080 aussi. Donc je mets le protocole TCP, je mets le port, donc le port qui va être accessible depuis l'extérieur, c'est-à-dire le port sur l'adresse IP du service. Et l'adresse IP du service va être associée avec le port 8080 pour accéder au port 8080 du pod. Voilà, qui est donc défini dans le target pod. Donc nous allons appliquer le service en question. Donc le service est appliqué. Et il faut maintenant lancer Minikube. Donc nous allons taper la commande Minikube service user service. Hop. Donc nous récupérons ici une adresse IP donc locale avec un numéro de port d'application. Voilà. Alors oui, de toute façon ça vous connaissez. Et maintenant nous allons l'utiliser donc dans Insomnia. Donc on a pu poster et puis je vais faire un login aussi. Voilà. Donc l'application fonctionne. Tout fonctionne correctement.
grâce à notre service, les deux routes marchent parfaitement. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau, hein, d'accord? On a déjà vu tout ça dans les chapitres précédents. Mais voilà, comme ça, vous savez, on a revu que les services étaient quand même quelque chose d'assez essentiel, c'est une ressource essentielle, lorsque on commence à parler de mise en réseau sur Kubernetes. Et donc, la première brique la plus simple, c'est donc celle-ci, c'est de créer un service avec un pod seulement. Donc la prochaine étape maintenant, c'est de s'assurer de pouvoir activer la communication interne au pod entre l'API des utilisateurs, la User API, et puis l'authentification, donc la Auth API. Pour arriver à ce résultat, on va maintenant bien remodifier ici notre application. C'est parti. Donc nous allons permettre maintenant à la User API de communiquer avec la Auth API, l'Authentification API. Donc pour cela, on va retourner dans le code source de notre application. On va reprendre le fichier userapp.js et on va éditer à nouveau le code pour remplacer donc le code practice par les fonctions que l'on avait définies ici. Donc on va remettre ici en commentaire. Hop, et je vais rétablir ici ce que j'avais commenté. Et ici, donc, je vais commenter ceci ici et décommenter ici. Voilà. Donc, voilà, ça c'est bon. Alors, il faut noter que ces deux requêtes Axios sont envoyées euh, à ce domaine, donc qui correspond ici à un conteneur dans le cadre de Docker Compose. Donc ça, vous connaissez, j'en ai déjà parlé. Donc c'est problématique parce que si nous plaçons notre application maintenant telle qu'elle dans Kubernetes, c'est pas certain que ça fonctionnera. Donc ce que je propose ici, on va remplacer ici ce nom, parce qu'en fait on va faire plusieurs tests, on va tester plusieurs types de noms ici présents. Donc on veut que notre application puisse toujours être fonctionnelle dans un cadre employé avec Docker Compose, et je veux que mon application puisse aussi être compatible avec Kubernetes. Sauf que dans l'une ou de l'autre des méthodes utilisées, si on veut l'utiliser avec Docker Compose ou si on veut l'utiliser avec Kubernetes, vous êtes d'accord que ce qu'il va y avoir ici, donc à la place de hot, va différer. Ici, on a un paramètre, donc un nom de domaine de conteneur qui est compréhensible dans un cadre de Docker Compose, mais vous vous doutez bien que dans un cadre de Kubernetes, ce terme-là, out, n'est absolument pas compréhensible. Donc pour garder un peu de la souplesse, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser une variable d'environnement afin que l'adresse exacte puisse être modifiée en fonction de notre environnement d'exécution. Donc on va remplacer la chaîne qui a été créée ici, et on va mettre ici, on va commencer avec la route ici, le hash passport ici, voilà, et en fait, nous allons travailler. Alors on va utiliser une variable d'environnement, donc je l'ai dit, hop, donc je mets des backticks, je remets ma chaîne ici, puis bien entendu, c'est cet aspect-là que nous voulons modifier, donc je vais le supprimer, je vais mettre un dollar, et je vais rajouter, donc ça c'est propre au langage à Node.js, process.env, et je vais l'appeler hot adresse qui va correspondre donc du coup à l'adresse du serveur d'authentification. Je vais faire pareil ici, à cet endroit-là. Je vais copier cette route, ce chemin. Je vais remplacer cela par des backticks. Hop. Je vais recopier le chemin d'accès. Et ensuite, je vais mettre ici un dollar. Et je vais remettre la même chose.
hop et hop. Alors, c'est pas tout. Maintenant, il va falloir qu'on définisse la valeur de hot address. Donc, par exemple, alors du coup, ce qui veut dire que maintenant, dans le Docker Compose, il faut que l'on rende notre application compatible avec Docker Compose dans un premier temps. Donc, dans Docker Compose, je vais rajouter ici dans le build ici une variable environment, et cette variable, je vais l'appeler hot underscore address, deux points, on va l'appeler comme le nom du service ici, donc je vais l'appeler hot. Voilà. Ce qui veut dire que quand je vais lancer mon application avec Docker Compose, eh bien la valeur qu'on va retrouver ici sera la même que la valeur qui aurait été paramétrée ici. Donc là déjà dans un premier temps, notre application fonctionne avec Docker Compose. Alors maintenant que notre fichier Compose est à jour, ce que nous allons faire, c'est, et que nous avons mis du coup à jour aussi nos fichiers user app, et que nous avons mis ici les variables d'environnement, nous allons reconstruire l'image donc de app user. Donc je vais reconstruire l'image. Ce que je vais faire, c'est que, hop, voilà. Donc je l'ai reconstruite en prenant en compte les variables d'environnement, et je vais refaire un push. Maintenant, nous allons construire et publier l'image pour le serveur d'authentification. Alors on va attendre que ça soit fait. Voilà, ça c'est fait. Alors cd, deux points, cd, hot API, clear, test. On fait un push. Alors maintenant, conformément au schéma que nous avons vu en introduction, nous allons établir donc un déploiement du conteneur. Donc on pourrait créer ici un nouveau déploiement, mais pour l'instant, nous souhaitons simplement avoir, c'est-à-dire l'API d'authentification, dans le même pod que l'API user. C'est ce qu'on avait vu en introduction. Si je peux vous remonter le schéma, voilà. Donc nous, ce que l'on veut, c'est arriver à cette situation-là. Donc dans un pod, nous voulons un deuxième conteneur avec l'authentification. Donc c'est ce qu'on va reproduire ici. Donc ça veut dire quoi? Comment on va s'y prendre? Eh bien tout simplement, il va falloir que l'on mette à jour ici le fichier user déploiement. Étant donné qu'ils vont être dans le même pod, eh bien on va mettre l'intégration du conteneur d'authentification eh bien, dans le même fichier de déploiement, et on va rajouter ici une ligne qui va correspondre donc à notre conteneur authentification. Alors name, et ensuite j'intègre cette ligne-ci. Donc je rajoute l'image, hop, voilà. Maintenant il va falloir que l'on intègre un service, parce que même s'ils font partie du même pod, il faut quand même qu'on expose l'application. Alors est-ce que ça va être nécessaire? Donc, réfléchissons un peu à ce qu'on veut faire. Pour le moment, on a ajouté dans le fichier de déploiement un conteneur dans le pod qui contenait déjà le conteneur utilisateur. Est-ce que l'on doit modifier le fichier de service? Eh bien, écoutez, actuellement, on a, si on regarde le code source de l'application ici, on voit que le service d'authentification écoute sur le port 80.
Donc vous allez me dire, est-ce que peut-être on va avoir la nécessité de créer un service pour ouvrir ce service sur le port et ouvrir le port 80 ou un autre port et de l'associer avec ce container dans le pod qui lui écoute sur le port 80. Eh bien, finalement, de façon logique, nous, qu'est-ce que l'on veut? Il faut vraiment réfléchir sur ce que l'on souhaite. Est-ce que je souhaite avoir directement accès au système d'authentification depuis l'extérieur? Bien sûr que non. Le seul élément qui va communiquer avec ce conteneur hôte app, ça va être le user API. D'accord? Il n'y a que lui qui va communiquer. Moi, je vais communiquer indirectement avec lui via le user API, mais ça va être le user API qui va communiquer. Donc il y a une communication qui se fait en interne du pod. Donc l'API des utilisateurs, elle doit être accessible depuis le monde extérieur, mais l'autre API, elle ne doit pas l'être. Donc dans le service, comme on ne souhaite pas exposer le port du conteneur d'authentification pour le moment, et bien dans ce service, on va simplement conserver tout simplement ce qui avait déjà été prévu ici, c'est-à-dire l'exposition du port de l'application des utilisateurs. Donc ça, déjà, ça s'est réglé. Donc une fois qu'on a reconstruit nos différentes images, qu'on les a publiées, il va falloir que l'on définisse quand même quelque chose, parce que ici dans mon application, en effet, j'ai mis une variable d'environnement. Mais cette variable d'environnement-là, elle correspond à quoi? Qu'est-ce que je vais devoir fournir ici comme adresse pour permettre la connexion et la communication avec le conteneur qui est dans le même pod que le conteneur des users? Eh bien, il y a un concept qui existe, c'est le concept de localhost dans Kubernetes. Lorsque nous voulons faire une communication interne, donc je remets le slide ici pour illustrer, lorsqu'on va faire une communication interne comme ici, lorsque deux conteneurs s'exécutent sur le même pod, et donc là c'est important de le souligner, nous avons bien un pod avec deux conteneurs à l'intérieur de ces pods, eh bien Kubernetes permet d'envoyer une requête à une adresse qui s'appelle localhost, et ce localhost en fait sera partagé entre tous les conteneurs issus du pod. Donc localhost est une sorte d'adresse magique qui va être utilisable à l'intérieur du pod, et donc si un conteneur exécute un pod, si on a un conteneur qui s'exécute dans le pod et qui exécute du code qui s'exécute également du côté du serveur, alors donc c'est-à-dire à l'intérieur du pod du coup, eh bien ce code est joignable depuis localhost et depuis le port aussi d'exposition de la dite application. Donc là c'est intéressant parce que ça veut dire que j'ai mon user API qui utilise, si on regarde le code source ici, hop là, mon user API, mon user app, pardon, exporte le port 8080, ce qui veut dire qu'en interne, eh bien, le localhost port 80 du localhost va avoir accès ici à mon application, mais également donc le fameux hot API, et le hot API, il expose le port 80. Donc ce qui veut dire qu'en interne, localhost, parce que le port sur le port 80, donc le port 80 dans un serveur HTTP, c'est le port par défaut, donc on n'est pas obligé de le définir si vous voulez. Donc on peut tout simplement appeler le port 80, l'URL, pardon, le nom de domaine 80, pour joindre le conteneur d'authentification. Donc j'espère que c'est clair là-dessus. Donc je reviens. J'insiste parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc ici, les deux conteneurs sont sur le même pod. Donc forcément, pour communiquer l'un avec l'autre, eh bien on va pouvoir les appeler via le nom de domaine localhost et ensuite via les ports qu'ils exposent. Donc ici le port 80 et ici ça sera le port 8080. Mais lui on s'en moque parce qu'il n'y a pas besoin forcément de... pour l'instant il n'y a pas de conteneur qui dialogue avec lui, qui va lui chercher des informations. Il n'y a que lui qui doit avoir la faculté, enfin c'est lui qui va être interrogé en fait. Donc lui va être interrogé sur son port 80. Voilà, donc fort de cela, eh bien, il va falloir que l'on définisse une variable d'environnement
où l'on va dire que ce que vous voyez ici, donc je reviens dans le user, on va créer une variable d'environnement qui s'appelle hot address, voilà, et qui aura pour valeur donc localhost. Je vais créer tout de suite ceci dans le user déploiement, dans la gestion des containers, dans le conteneur user, ici présent, eh bien je vais rajouter une variable d'environnement qui aura pour valeur hot address et qui aura pour value localhost. Ouais. Comme ça, mon application, maintenant, elle peut fonctionner. Donc ça devrait faire l'affaire, on devrait réussir à tester les choses. Donc on va tester tout de suite le déploiement. Je vais revenir dans le dossier Kubernetes, cd Kubernetes, et je vais lancer, je vais faire un apply donc, du fichier de déploiement. Donc ça c'est bien passé. Et maintenant, on va aller vérifier nos pods, si on a eu des pods de construits. Alors on a bien un pod qui s'appelle user, qui est en train d'être lancé, et un qui est en train d'être terminé. Alors là on en est où? Voilà, donc il y en a un qui est en train d'être terminé, et il y en a un qui est en train d'être lancé. Donc on va aller pouvoir vérifier maintenant le bon fonctionnement de tout cela. Donc on a déjà ici notre user service qui fonctionne. Donc on va pouvoir tester. Voilà, donc là on voit bien que finalement il y a bon, ça semble, ça fonctionne, voilà. Il n'y a rien, il n'y a pas de message d'erreur, il ne se passe rien de terrible. Si je vais dans Sign Up, ici, la route fonctionne aussi. Donc les modifications que nous avons apportées, finalement, n'ont perturbé en rien le fonctionnement de l'application. Donc ça, c'est très bien. Et en plus de ça, l'application est aussi fonctionnelle avec Docker Compose, donc que demander de plus? Euh, Maintenant, donc, en résumé, on a vu que l'utilisation du mot-clé localhost eh bien, permet de créer une communication interne au sein donc, de plusieurs conteneurs qui partagent le même pod. Donc cette méthode, en fait, vraiment, elle est spécifique aux conteneurs qui partagent donc, le même pod et ça constitue une caractéristique fondamentale de l'architecture de Kubernetes. Voilà, donc j'ai eu l'impression de peut-être de me répéter plusieurs fois, mais c'est quand même important de souligner, c'est une des caractéristiques. Donc localhost à retenir pour une communication en interne. Alors nous allons maintenant changer complètement l'architecture de notre application. Nous allons partir sur une architecture à 3 pods. Parce qu'en fait, dans les recommandations, il est mieux quand même de séparer les conteneurs et de mettre un conteneur dans un pod. Voilà. Après, s'il n'y a pas d'autre choix, si c'est beaucoup plus pratique de mettre des conteneurs de mettre plusieurs conteneurs dans un pod, voilà, il n'y a pas de mal en soi, mais c'est vrai que dans ce qui est recommandé, dans les bonnes pratiques, il faut prévoir donc un pod pour un conteneur. Donc ici, l'objectif va donc de devoir créer un nouveau pod pour séparer le pod d'authentification avec le pod user. Alors si je prends ici ce slide, donc nous allons avoir un pod qui va être dédié au user API, un pod pour l'authentification, nous allons avoir un pod pour gérer les tasks, et à terme, nous allons avoir un pod pour gérer le front-end. Le pod pour il y a une communication en fait en interne entre le pod qui va gérer les utilisateurs et le système d'authentification. Une communication entre les tâches et puis le système d'authentification, parce que les tâches, en fait, elles ne pourront être accessibles que si il y a dans l'entête HTTP un token d'autorisation, token qui lui seul est donné donc par le système d'authentification, et puis surtout le système d'authentification, donc l'API, possède une route pour vérifier si le token est un token qui est correct.
Il va y avoir le tout va communiquer via deux entités différentes, via les clients, via Insomnia ou Postman, ou via un navigateur pour la partie front-end. Bien sûr, donc communication de pod à pod, ici de prévu. Et le front-end, lui, il va communiquer avec le système des tâches. Donc voilà l'architecture que l'on veut mettre en place. Donc architecture à 4 pods à terme. Donc on va commencer maintenant par créer le déploiement du pod d'authentification et de le séparer de ce que nous avions, de le séparer du pod où il y avait le user en même temps. Je vais ouvrir donc mon Visual Studio Code et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler hot-deployment.yaml et à l'intérieur je vais copier ici le code pour le user deployment ici présent et on va faire les modifications qui sont nécessaires. Donc ici je vais changer le nom, je vais mettre hot. À la place de user, je vais mettre hot. Ici, je vais mettre hot. Je vais mettre hot. Le nom de l'image, ben, c'est l'image hot. Voilà, donc pour l'instant, c'est suffisant. Je vais supprimer toute cette partie-là. Voilà. Ensuite, dans le user deployment, eh bien, on a aussi des modifications à faire. Et je vais supprimer ici l'occurrence du conteneur authentification. Voilà. Donc là, on a déjà, avec ce que l'on a fait, nous avons configuré donc un pod. Maintenant, on va devoir créer un service pour le système d'authentification. Donc, on reprend, nouveau fichier, donc hot-service, service.yaml. Et pareil, je vais faire un copier-coller. Je vais récupérer ce qu'il y a ici. On va récupérer ce qu'il y a là. On va vérifier un peu. Donc ici, je modifie le texte. Je vais mettre hot. Le sélecteur, c'est hot. On est. Alors ici, est-ce que l'on va mettre. Quel type on va mettre? On ne veut pas que ce système-là soit accessible au monde extérieur. On veut seulement qu'il y ait de la communication entre conteneurs. Donc ici, je vais mettre cluster IP. Voilà. Et notre application tourne sur le port 80 que je vais déployer sur le port 80 du pod en question. Donc, on a fait notre première configuration. Maintenant, la grande question que l'on va devoir soulever, c'est comment atteindre ce nouveau pod. Avant, on utilisait localhost pour faire des requêtes, parce que nos deux conteneurs étaient dans un même pod, et maintenant, bien, on a extrait ce conteneur, on l'a mis dans un pod différent. Donc, on a une question quand même qui est cruciale ici, c'est quels vont être les paramètres en fait à saisir, notamment, oui, parce que dans le code, c'est surtout la variable d'environnement du système de user ici. Quelle va être la valeur à saisir ici pour faire fonctionner notre application? Alors, nous allons obtenir pour une piste, c'est-à-dire l'utilisation d'adresses IP de service. On va essayer, donc, on a besoin d'une adresse IP. Cette adresse IP, elle a été générée donc par le service que l'on a créé, le service d'authentification. Et donc, parce qu'en fait, avec les services, on l'a déjà dit, on obtient des adresses IP stables. Donc ça, c'est ce qu'il nous faut, en fait. Ça répond complètement à ce que l'on souhaite, parce que pour contacter un service, eh bien, il faut que son adresse IP soit fiable, hein, en effet, et aussi, surtout, stable. Donc, c'est via cette adresse IP qu'on va essayer de se connecter. Alors, on doit essayer de découvrir quelle va être l'adresse IP de ce service. Alors, la façon de découvrir cela, ça va être, par exemple, je vais ouvrir donc un terminal. Je suis dans le dossier Kubernetes et je vais appliquer maintenant donc le service. Par exemple ici, hop, je prends la ligne, je fais un petit clear pour voir mieux. Voilà, donc je fais un apply du fichier out service. Le service est créé et je vais faire un apply du déploiement ici du service. Donc là tout s'est bien passé. Et maintenant on va regarder les services qui sont en train de tourner.
J'ai un service user service et j'ai un service hot service. Et qu'est-ce que l'on peut constater? Eh bien, on constate que nous obtenons ici une adresse IP. Une adresse IP, mais est-ce que l'on peut l'utiliser? Alors, on peut tester ici. Si je vais dans le user deployment, je vais récupérer l'adresse IP présente. Et je vais saisir l'adresse IP que j'ai obtenue à la place de localhost. Non, attendez, je me trompe, c'est pas cette adresse IP là. Moi, ce que je veux joindre, c'est le service d'authentification. Donc, c'est cette adresse là que je veux joindre ce service. Donc, cela sera cette adresse IP. Donc, maintenant, on va appliquer donc, les modifications. Je vais donc faire un apply du service user deployment. Voilà. Donc, je vais aller vérifier les pods qui ont été créés. Hop. Et donc, on a bien mon service qui a l'air de fonctionner. On va essayer de lancer une requête maintenant. On va essayer de voir un peu avec la méthode get. Est-ce qu'on arrive à faire quelque chose? Alors, il faut attendre un petit peu. Oui, donc je me suis trompé dans le protocole, c'était pas get. J'ai revérifié mes routes, oui, voilà. Donc ça fonctionne bien hein, avec sign up et avec login, donc avec le protocole post, conformément à ce qui est écrit ici dans les routes. Donc là, on a notre script qui fonctionne bien. Donc nous avons la possibilité de communiquer à travers les adresses IP qui sont distribuées par les services. Alors maintenant, quel est le problème de cette récupération? On a une récupération qui est manuelle. Donc c'est quelque chose quand même qui est assez fastidieux. Est-ce qu'il n'y a pas un système qui nous permet en fait de récupérer une adresse IP automatiquement sans avoir à la saisie? Quelque chose qui soit stable, parce qu'on peut imaginer que peut-être si le pod à un moment donné elle se supprime et se remonte, l'adresse IP elle va changer certainement. Voilà, donc, eh bien c'est là que va arriver en fait un système de variables d'environnement qui sont automatiquement gérées. C'est-à-dire qu'on n'aura plus à s'occuper de saisir les adresses IP puisque le système de Kubernetes va créer des variables d'environnement automatiquement à chaque fois qu'un nouveau service est créé. Il associe un service avec des variables d'environnement. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour nous, parce que du coup, cela veut dire que à ce niveau-là, dans le code de l'application, on va pouvoir, alors plus au niveau du déploiement, mais cette fois-ci directement dans le code source de l'application, on va pouvoir faire rappel à ces variables d'environnement qui sont automatiquement injectées lorsque l'on va créer le déploiement. Voilà, chercher le terme. Et ce type de variables d'environnement qui sont automatiquement générées, eh bien, elles sont accessibles de la même manière que avec process.env. Alors attendez, je ne retrouve plus dans le code, je suis un peu perdu. Voilà, je suis ici. Là, non, je suis dans hot, c'est pour ça que j'étais perdu, je n'étais pas dans le bon fichier. Donc je reviens sur le user API, voilà, ici à ce niveau-là. Par exemple, le sign up, ici présent. Eh bien, voyez-vous, j'ai un process.off, j'accède à la variable d'environnement que nous avons créée. Eh bien, sachez que maintenant, enfin, c'est pas maintenant, en fait, ça a toujours existé, mais on n'en parle que maintenant. Eh bien, en mettant le nom du service, pardon, en majuscule, donc là, moi, je veux par exemple ce service-là, je veux joindre ce service-là. Donc, au lieu de lui donner l'adresse IP comme j'ai fait, je vais directement dans le code source de mon application. Donc, j'ouvre le code source de mon application et je vais mettre j'ai ce nom ici, je vais mettre hot en majuscule, service, je vais le mettre en majuscule aussi, le tiret, je vais le remplacer par un underscore, c'est la convention qui est comme ça, et je vais rajouter ici un suffixe qui sera écrit en majuscule lui aussi, qui sera service
underscore host. Et à ce moment-là, eh bien, nous allons avoir la possibilité de brancher directement, enfin d'avoir renseigné l'adresse IP du service grâce à cette variable d'environnement. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez magique et d'extraordinaire, ce qui nous évite d'aller chercher automatiquement eh bien, cette adresse IP. Donc maintenant qu'on a cette variable d'environnement qui est là, il faut penser quand même à Docker Compose. On va quand même rajouter, parce qu'on voudrait quand même rendre compatible notre application avec Docker Compose dans le cas où, et on va rajouter ici un service, enfin une variable d'environnement, branchée ici à hot. Donc là on a une première méthode. Alors on va pas faire le test, on va admettre le résultat, parce qu'on va continuer, parce qu'il y a d'autres méthodes pour récupérer des adresses IP. Il y a deux approches. On fera le redéploiement juste après. Donc on a vu cette façon de faire en utilisant l'adresse, en utilisant par exemple une variable d'environnement qui est automatiquement créée par le système Kubernetes. Eh bien c'est quelque chose quand même d'assez fiable, c'est même très fiable, ça nous permet d'avoir l'adresse IP de façon très 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 dynamique, puisque en fait elle est étroitement liée donc au service que nous allons créer. Eh bien écoutez, vous avez compris que on va avoir un nouveau système, et si vous avez cette connaissance de Docker, vous avez compris que à travers les networks Docker, il y a un système de DNS intégré, qui permet d'associer par exemple le nom d'un conteneur avec une adresse IP de ce conteneur. Eh bien sachez qu'il existe exactement le même principe avec ce qu'on appelle le core DNS. Euh, c'est un système de DNS, tout simplement, hein, comme son nom l'indique, et qui est intégré à Kubernetes. Donc les clusters Kubernetes, par défaut, lors de l'utilisation d'une version moderne de Kubernetes, sont équipés du core DNS, et ça c'est génial. Alors ici, maintenant, il reste à définir quel va être le nom de domaine utilisé, et ce nom de domaine-là, à quoi il va être attaché. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est que derrière un nom de domaine se cache toujours une adresse IP. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un système DNS qui va attacher donc une adresse IP d'un service avec tout simplement le nom du service lui-même. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous simplifier la vie. Et par contre, la question demeure, c'est quelle sera la forme de ces noms de domaine. Eh bien, le pattern est simple. Il s'agit tout simplement d'utiliser le nom du service. Voilà, rien de plus, rien de moins. Donc c'est-à-dire que si on a un service ici qui s'appelle out service, et ben en utilisant tout simplement out service ou en utilisant user service, bien derrière vous aurez accès à l'adresse IP du service. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous simplifier l'existence. Je me répète, je le redis, mais voilà, on aurait peut-être même dû commencer par ça, mais il fallait quand même découvrir les choses les moins efficaces jusqu'à la perfection, on va dire. Donc on va retourner vers le fichier user deployment, et puis on va faire quelques petites modifications. On va surtout modifier ici le hot adresse, on va enlever l'adresse IP, et je vais remplacer tout simplement par hot-service. Voilà, tout simplement. Donc c'est exactement pareil que c'est le même principe qu'avec Docker Compose. Alors j'ai oublié quelque chose, en fait, enfin je l'ai pas oublié. Par défaut, en fait, si on met rien après, il y a quelque chose qu'on appelle le namespace, en fait, un espace de nom. C'est-à-dire que c'est une sorte de, on va comparer ça à un folder, façon de ranger les différents services dans des catégories qu'on appelle des namespaces. Si vous n'en créez pas, il y a un namespace par défaut qui est créé, ce qui s'appelle tout simplement default, dans lequel tous les services seront rattachés. Donc ici, on peut rajouter point, ici, default, voilà, pour dire que l'on veut accéder à l'adresse IP du service qui s'appelle offService.default. On aurait pu avoir un offService autre chose. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'est pas tenu à avoir une unicité des noms de service à l'extérieur des des namespaces. Hein, d'accord. Donc, c'est-à-dire que je peux avoir un nom de service qui s'appelle off-service dans
un namespace numéro 1, et puis dans un autre namespace, avoir exactement le même nom. C'est pas gênant du coup, parce que ce qui permet de faire la différenciation, c'est ici le suffixe qui est tout simplement le nom du namespace. Donc nous n'avons pas de namespace de créer, donc on utilise le namespace défaut. Alors maintenant, bah, écoutez, ce qui va se passer, c'est que nous allons devoir tester tout ça. Alors on va quand même vérifier ici dans le user API ici nos variables d'environnement. Voilà, on a le hot address ici. Donc je vais garder deux manières de faire. Je vais garder ici le off address et je vais garder pour ici cette méthode. Comme ça, on va voir que les deux peuvent coexister, que les deux sont fonctionnels. Comme ça, on aura la preuve. Alors je vais hop, copier cette URL là. Et je vais rebuild mon application. Alors je vais regarder un peu, je ne me rappelle plus des tags que j'ai mis dans les déploiements. Bon après ça change, il n'y a pas de souci, donc c'est le lightest à chaque fois. Alors je vais faire un copier-coller, comme ça moi je vais gagner du temps. Hop. Donc je fais un build. Alors le build bien sûr, il faut que j'aille dans le dossier des users. CD. C'est pas hot, c'est user API. Ensuite je push. Ensuite, dans le Kubernetes, ce que je vais faire, c'est que je fais un peu de nettoyage. Je vais supprimer le user deployment et je vais le recréer. Hop. Voilà. On va constater maintenant nos pods, l'existence de nos pods. Get pod. Donc tout est en running, à part voilà, celui-là qui est en cours de suppression. Et puis on a les trois autres que j'aurais pu les supprimer. Alors on va les supprimer. Allez. Donc, on va delete le deployment qui s'appelle story deployment. Comme ça, les trois sont en terminating, et comme ça, j'ai plus que 3 pods. Et je vais même me permettre de supprimer le story service. Je n'ai plus besoin. Bon, il avait déjà été supprimé ou il n'existait pas. Alors, pour être sûr, eh bien, je vais aller voir l'ensemble des services qui existent. Et c'était story deployment qui est en cours de suppression. Donc voilà, écoutez. Ah non, je me suis trompé. Get services. Et au niveau de mes services, j'ai un story service qui est en pending. Moi, je veux le supprimer, mais il n'a pas de raison. Il n'a aucune raison d'exister. Alors pourquoi il ne voulait pas être supprimé? Parce que quand j'ai fait mon delete, j'ai pas fait ceci. C'est pour ça. Voilà, donc comme ça, on a nos projets. J'ai des services qui sont propres à notre système microservice avec 4 services bientôt. Donc là, j'ai 2 pods. J'en aurai bientôt 4 qui vont tourner. Donc, maintenant que nous avons compris comment fonctionne le core DNS, j'ai fait la mise à jour avec les images. Donc, je pense que maintenant, on peut tester l'application. Voilà, et donc ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Le système de login fonctionne. Et le système de vérification des tokens, lui fonctionne avec les variables d'environnement qui sont générées automatiquement. On va prouver que ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. On est plutôt bien. Je pense qu'on a fait quasiment 90% du travail. Maintenant que la nouvelle configuration est appliquée, qu'on a fait nos tests, eh bien, bon, que choisir comme méthode dans nos projets? Moi, je pense que la question est vite répondue, comme on dit. C'est le core DNS qui l'emporte parce que c'est quelque chose de simple. Il n'y a plus besoin de générer ou de gérer les adresses IP. C'est lisible,
C'est beaucoup plus propre à lire que, par exemple, même les variables d'environnement en majuscules. C'est flexible, et puis bien sûr, c'est le système d'automatisation. Donc c'est vraiment l'approche qui est recommandée dans la découverte des services dans Kubernetes. Donc ça offre une solution qui est extrêmement élégante. Donc utilisez et abusez des corps DNS lorsque vous allez devoir exposer des services. Alors maintenant que nous avons 2 pods, 2 fonctionnels, nous allons rajouter un troisième pod qui est le pod des tâches, l'API, la Task API. Donc je ne vais pas remontrer le schéma, mais quoique aussi, je peux le remontrer après tout, pourquoi pas. Hop, donc ici on va rajouter ce pod-là et le faire communiquer avec le système d'authentification via une communication de pod à pod, une communication interne. On a déjà le code source de l'application. Alors, qu'est-ce qui va manquer? Il va manquer tout simplement les fichiers d'authentification, les fichiers de déploiement et les fichiers de service. Alors, c'est exactement la même chose. Donc, je vais créer un service task-deployment.yaml et un fichier task-service.yaml. Alors, que va-t-on mettre dedans? Alors déjà, on va copier-coller le contenu d'un système de déploiement, par exemple de user, ici, et on va le mettre dans le déploiement de task. Et on va changer les noms. Donc ici, à la place de user, je vais mettre task avec un S. Partout où il y a le mot user. Le nom ici de l'image, ça va être pareil. Alors, quelle va être ici les variables d'environnement à créer? Cette variable-là va rester parce qu'on veut dialoguer avec le système ici d'authentification, enfin avec le corps DNS, et on veut dialoguer avec le système d'authentification. Donc il faut aller voir le code source de task et faire une petite modification, regarder un peu les routes, comment elles se connectent. Donc on a /task. Est-ce qu'on a ici un axio? Voilà. Donc partout où il y a hot, ici, il va falloir remplacer par ce que nous avions mis dans le système de user. Donc je vais faire un copier-coller, hein. Ça m'a évité les erreurs. Donc je reprends toute cette partie avec les backsticks. Hop, je ferai le ménage après. Je reviens sur le fichier de task. Je copie ça là. Je dégage ceci ici pour remettre le verify token que je vais intégrer ici. Et comme ça, je reprends ceci ici, je le coupe et je le colle à cet endroit-ci. Je vais faire pareil pour les autres routes. À chaque fois qu'il y a une route qui pointe vers le système d'authentification, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y avait que celle-ci. Donc on est bon. Tac, tac, tac. Je vérifie quand même pour être sûr. Non, bon, écoutez, on est bon. Alors une fois que c'est fait, vous avez compris ce qu'il faut faire. Je reviens donc dans mon dossier, cd 2 points. Je vais dans le dossier, donc task, et je vais maintenant build, tout simplement l'application. Ensuite, je vais push cette application. Là. Donc le déploiement, on est bon avec le fichier de déploiement. On veut que notre application continue quand même d'être utilisable avec Docker Compose. Donc là, on est bon aussi avec le hot, le task, etc.
Nous avions, je crois, au niveau de voilà ici, le task folder. Celui-là, il est utilisé dans le code source, j'ai oublié, donc il faut le mettre dans le déploiement aussi. Il y a une variable environnement qui traînait dans le Docker Compose, eh bien il faut l'exploiter ici, puisqu'on la retrouve dans le code source de notre application. Et qui, elle, a pour valeur value task. Donc là, on est bon. Maintenant, il nous manque à créer le service. Donc je vais créer le fichier task avec un S, service.yaml. J'avais déjà un... Ah oui, j'avais créé tout à l'heure. Mais il n'y a rien dedans. Donc, je reprends un service comme ça au pif, que je colle et que je vérifie. Donc, je vais mettre task ici avec un S. Voilà. Mon système de task, moi, je veux qu'il soit quand même accessible depuis l'extérieur. Donc, load balancer. Et puis, je vais mettre, c'était le port 8000 avec le port ici 8000. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer les configurations. Donc, je retourne dans le dossier Kubernetes. Et cette fois-ci, je vais appliquer donc le service task et le déploiement task. On regarde un peu le statut, nos déploiements. Donc on a les trois déploiements, donc les trois pods, finalement, qui en découlent. Voilà, on a nos pods qui fonctionnent, qui tournent. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à faire il n'y a plus qu'à faire tourner l'application. Alors je regarde juste dans Docker Compose, oui, on avait l'environnement, le task folder ici. Je vérifie hein, les dernières variables d'environnement. Non, on est bon, on est bon. J'ai rien oublié. Excusez-moi, je voulais juste vérifier, m'assurer que j'avais rien oublié. Donc le task ici se retrouve ici. Parfait. Donc il n'y a plus qu'à tester. Donc on va lancer maintenant le service avec Minikube. Donc je vais ouvrir un autre onglet. Je vais avoir plein de services qui tournent. Hop. Alors, je vais faire un peu de ménage ici. Ici c'est mes dossiers. Ici. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à tester si le système de tâches communique. Alors je vais récupérer la route task ici. J'ai récupéré l'adresse IP avec le port qui était généré. Et maintenant je vais récupérer donc toutes les tâches. Alors il nous dit que le système de tâches a échoué, c'est normal parce qu'il n'y a normalement il n'y a aucune tâche. Il faut mettre un token bearer. Le token bearer je l'ai mis, c'était le ABC. Voilà. Et si je fais un post d'une tâche, voilà. Ah, le système de tâches a échoué. Alors il y a une erreur quelque part. Il va falloir qu'on découvre un peu ceci. Donc je vais aller couper l'enregistrement et je vais investiguer et je viens vers vous après. Donc je reviens vers vous après avoir investigué. Donc le système get fonctionne et post fonctionne. Alors mon erreur a été la suivante. Mon erreur a été tout simplement d'avoir omis dans le dossier de task, d'avoir ajouté ici un dossier vierge qui contient task, parce que dans le script ici de l'application, lorsque l'on va chercher la liste des tâches, eh bien on va chercher cela dans le dossier task, mais le dossier task, s'il n'existe pas, eh bien cela génère une erreur. Donc voilà d'où venait le problème en fait. Donc on a réussi
à faire fonctionner donc 3 pods ensemble, d'accord, grâce à 3 services, 3 déploiements différents. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'intégrer eh bien, un front-end pour ajouter un 4e pod qui va communiquer avec l'ensemble finalement. Donc, allons-y. Donc, on va récupérer le code source du front-end et ensuite, eh bien, nous pourrons faire les paramètres qui incombent. Alors, je récupère cela tout de suite. Nous voilà donc face au front-end, qui est une application écrite en React. Le front-end, donc, ce React, sera contenu donc dans un conteneur et dans un pod. Lorsque je vais me connecter à ce front-end, eh bien, je vais recevoir une adresse IP qui me sera distribuée par le service, et cette adresse IP-là me servira donc à joindre le front-end. Le front-end donc va me fournir, ce serveur HTTP va me fournir donc tout ce qui est HTML, CSS et JavaScript pour que cela s'exécute sur le client, c'est-à-dire sur le navigateur. Donc l'exécution de ce script ne se fera pas sur le conteneur, mais sur le client. Donc par définition, sur un client qui est à l'extérieur du cluster. Et là, dans mon code source, sur app.js, j'ai une adresse IP qui a été donnée dans l'appel aux différentes API. Et en fait, si vous voulez, au niveau de ces API-là, hop, eh bien, nous appelons directement l'adresse IP du conteneur task avec le port exposé. Cette méthode fonctionne si nous avons exposé le conteneur task et c'est le cas. Je ne vais pas faire le test. On va admettre un résultat. C'est 1, ça va fonctionner, mais 2, on aura un message d'erreur. Un message d'erreur qui est lié à ce qu'on appelle les cores. Alors les cores, je ne vous fais pas un cours sur ce que c'est. Alors c'est pas un bug, hein. Donc c'est le Cross Origin Resource Sharing. Donc c'est parce qu'en fait derrière, on a plusieurs adresses IP, des origines de demande de connexion dont les origines diffèrent, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on utilise une première connexion à notre serveur HTTP et on utilise le résultat de la requête issu qui nous est envoyé par le serveur HTTP et on utilise une autre adresse IP pour aller interroger du coup le serveur task. Et du coup, il y a un problème avec l'origine justement des adresses IP. Et en fonction donc des navigateurs, etc., qui sont certains plus ou moins sensibles, on peut avoir des problèmes. Donc là, il y a une modification à faire, notamment au niveau du serveur task, pour gérer justement le cross-origin. Et on va ajouter donc ce petit bout de code ici. Donc on va aller dans le dossier task, ici présent, et dans les propriétés, ici use, on va coller ce petit bout de code là. Donc ceux qui font du Node.js connaissent très bien, ceux qui ont déjà fait des API avec Node.js, connaissent très bien ce problème. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, c'est pas un cours de Node.js, ni un cours de dev. Voilà, donc je fais cette modification. Donc je pourrais maintenant redéployer mon application, refaire le build de l'application, tester, et ce serait fonctionnel. Ça serait fonctionnel, on aurait une application qui tournerait, et voilà. Sauf que, vous êtes bien d'accord. Ah non, il y a autre chose qu'on a oublié. Quelque chose de très important. Il va falloir que l'on modifie aussi côté React une partie de notre application, c'est-à-dire qu'il va falloir que l'on envoie le token bearer. Alors on va aller dans app cette fois-ci, côté front-end, dans le src, app, et eh ben, il est déjà là, donc c'est bon. On était bon, il fallait rajouter donc dans l'app, voilà, je les ai mis à chaque fois ici, je les avais déjà mis. Bon, c'est parfait. Donc là on a une application qui... il n'y a aucune restriction au fait qu'il fonctionne, c'est parfait. Sauf que c'est pas du tout quelque chose d'élégant. C'est pas élégant, pourquoi? Parce qu'en fait on a un appel ici sur un serveur distant. L'autre manière de faire, de manière beaucoup plus élégante justement, serait de modifier un petit peu, enfin en tout cas d'ajouter un nouveau comportement à notre
à notre service HTTP. Ce que je propose, c'est qu'on crée d'abord les déploiements. Ensuite, on s'occupera du détail après. Là, c'est peut-être un peu confus, mais on va d'abord, parce que sinon on va les oublier. Donc je crée un fichier, ça c'est une obligation, un front-end service.yaml, et puis un fichier front-end deployment.yaml. Qu'est-ce que je mets dans le front-end.yaml? Eh bien, dans le front-end.yaml, dans le service, voilà, je vais mettre ceci avec en metadata cela. Au niveau des specs, j'ai mon selector avec un type app, enfin avec l'étiquette app, le type load balancer, et puis la déclaration des ports ici présent. Hop, voilà, on est bien. Maintenant, nous allons nous occuper du deployment. Alors le deployment, il est tout aussi simple. Front-end deployment. Je vais récupérer hop, ce petit bout de code ici, avec donc le nom du deployment. Voilà, on va rajouter donc des specs. Vous savez quoi? Je vais les copier-coller. Ne pas perdre de temps. Front deployment, et puis je remplace hot par espace. Hop, hop, hop. Parfait. Maintenant, nous allons créer l'image en question avec les modifications que nous avons faites. Donc, je vais me placer dans le dossier front-end. Même si, en fait, c'est vrai que c'est un peu ridicule parce que on va faire de sérieuses modifications un petit peu dans le code. Enfin, pas de sérieuses modifications, mais quelques modifications dans le code. Donc, peut-être qu'on le fera après. Bon, je le lance une fois, comme ça on va pas perdre de temps. Voilà, il va le faire les choses une fois. Non, pas un push. Je vais faire un build. Donc on a nos fichiers de déploiement, etc. Ce que l'on va faire maintenant, c'est regarder un diapositive pour comprendre quelle va être la solution la plus élégante. Parce que là, pour l'instant, ce que vous voulez, on a simplement donc rajouté un système pour pallier le problème de corps. Et dans mon app ici présent, j'appelle directement l'adresse IP du service à joindre, le service task. Sauf que bon, c'est pas une solution qui nous est satisfaisante, mais des adresses IP en dur, c'est pas ce que l'on aime faire. Nous, ce que l'on aimerait faire, c'est peut-être avoir une URL de ce type. Task, /task, ici, et puis /task, ici, en post et en get. Alors on va le mettre tout de suite, parce que de toute façon, c'est le résultat final que l'on attend. Donc comme ça va me permettre de build de l'image tout de suite. Je build de l'image tout de suite avec cette modification, et je vais ensuite l'envoyer sur le serveur. Je vais faire un push. Ça sera fait. C'est pénible ces erreurs, ces erreurs de manipulation. Quand il y a trop de commandes à taper, vous voyez, on se trompe. Donc front-end. Maintenant, je vais vous demander votre attention parce qu'on arrive dans la phase critique. Nous avons notre cluster. Dans notre cluster, nous avons un pod, un deuxième pod, un pod avec le task API et un pod avec le front app. Vous savez, vous avez compris que React en fait lance en tâche de fond sur le pod qu'il héberge un serveur HTTP en JavaScript. Et il y a une communication qui est faite normalement, en tout cas c'est ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y ait une communication qui soit faite entre le front app et le task API. Pourquoi?
Parce que là, si jamais, avec mon navigateur, je fais une requête HTTP. Je fais une requête HTTP sur le front app, sur le serveur HTTP. Le serveur HTTP va me répondre. Cette réponse, sous forme d'HTML et de JavaScript, est envoyée à mon navigateur. Ce qui veut dire que tout ce que j'ai écrit en fait en React va être envoyé dans mon navigateur et ça va être interprété dans mon navigateur. D'accord? Ça, il faut vraiment le comprendre. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je fais une appel à une API, comme c'était le cas qu'on a vu dans le fichier app.js, je faisais appel à une API qui essayait de joindre directement le pod, essayer de joindre le pod qui contient le task API. Sauf que l'adresse IP directe, étant donné que mon navigateur est à l'extérieur du cluster et que mon pod task API il n'est pas accessible depuis l'extérieur, je me retrouve avec un problème avec IP pod non joignable. Alors ça c'est dans le cas où j'ai cloisonné, j'ai restreint mon pod task API, j'ai pas ouvert vers l'extérieur. Bien sûr, ça aurait fonctionné si je l'avais ouvert avec le cluster IP. Sauf que moi, dans la configuration que je veux faire, je veux que le seul point d'entrée vers le monde extérieur soit l'application front. Et donc, j'aimerais bien que le task API soit, le service soit de type cluster IP pour éviter que tout le monde puisse se connecter sur l'API de task. Je veux que ça soit seulement le front. Comment faire? Donc l'idée ici, ça va être donc toujours d'avoir un pod avec le front et le task, d'envoyer une requête HTTP request, d'avoir la réponse. Et sur mon navigateur, en fait, je vais avoir les routes, mais les routes qui vont mener vers l'API task/task API. Sauf que si je reviens dans mon code source en mettant une URL ici, en tentant de joindre le /task ici, j'ai simplement mis /task, que va faire le navigateur pour construire une requête HTTP complète? Bien, il va prendre cette route et devant lui, il a besoin d'une URL complète. Et bien, il va prendre en fait l'URL du site qui m'a envoyé la réponse, c'est-à-dire l'URL de l'application front app, et il va concaténer et il va rajouter le /task. Ce qui veut dire que je vais avoir en fait donc ici une fonction qui automatiquement, lorsque je vais devoir appeler par exemple pour avoir la liste des tâches ou pour ajouter une tâche, eh bien je vais appeler cette route ici /task en get ou en post pour tenter de modifier eh bien l'API. Sauf que dans ce pod ici, il n'existe pas de route /task. Donc on risque d'avoir une erreur de type 404 ou une erreur de type la route n'existe pas. Elle n'a pas été configurée, elle n'est pas fonctionnelle dans le serveur. Ce qui est normal. Donc nous, on va faire un reverse proxy. C'est-à-dire que lorsque le serveur HTTP va recevoir cette requête HTTP en méthode get ou en méthode post, eh bien, on va demander au serveur HTTP de dire, on va lui dire, dès que tu reçois chez toi une requête dont l'URL contient /task, alors s'il te plaît, redirige cette requête vers cette URL-là, /task. Et là, la communication entre les deux pods, eh bien, elle est faisable facilement. Grâce au DNS intégré de Kubernetes, on peut intégrer dans le code source du serveur HTTP, eh bien, on peut intégrer justement un reverse proxy avec le nom du service en nom de DNS, le nom du service task, et pour que ça soit facilement joignable. Et donc le serveur task ici va pouvoir répondre. Hop, pardon. Il va pouvoir répondre. Et cette réponse-là va être donnée au serveur HTTP qui va à lui à son tour répondre au navigateur. Donc on fait un proxy parce qu'en fait, au lieu que ce soit le navigateur qui contacte différemment le pod, eh bien nous avons un proxy entre les deux. Nous avons le pod qui s'occupe de faire proxy. Donc voilà l'explication. J'espère qu'elle est suffisamment claire. En tout cas, hop, j'ai tout donné pour qu'elle le soit.
Donc, on a configuré côté front-end cette route-là, très bien. Du coup, on assume que cette requête ici, le fetch, va pointer vers le serveur HTTP. Maintenant, il faut configurer. Eh bien, côté task API, il va falloir que l'on configure cette histoire de reverse proxy. Et le reverse proxy, eh bien, il va avoir lieu à travers donc le serveur Nginx qui justement démarre cette application. Alors, on va donc faire un reverse proxy. Hop. Alors, le reverse proxy, pardon, ne se fait pas dans Task, hein, il se fait dans le serveur HTTP, c'est-à-dire ici dans le front-end. Donc, il y a un dossier ici qui s'appelle conf, dans lequel nous allons ajouter, normalement il est déjà là, mais voilà, il est déjà là. Donc, nginx.conf, c'est la configuration du serveur HTTP. Donc ça, c'est la configuration de base. En fait, on nous dit qu'à l'intérieur du serveur, les dossiers HTML eh bien, sont stockés dans le dossier /user share nginx HTML et que toutes les connexions entrantes sur le port 80 vont être redirigées. Les fichiers, en tout cas, qui sont réclamés à travers ce port, sont allés chercher ici à cet endroit. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Un serveur de base. Maintenant, nous allons rajouter une nouvelle règle. Une nouvelle règle qui va dire location, donc ça c'est le nom, c'est le type de règle. Donc à chaque fois qu'il y a une connexion sur le port 80 et dont l'URL commence par /API, alors qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, fais un proxy pass, c'est-à-dire tu vas prendre la partie qui se situe avant ce /API, tu vas la remplacer par HTTP task service.default et sur le port 8000 slash. Ce qui veut dire que lorsque l'on va avoir, je sais pas moi, alors je vais faire ça en commentaire ici, je vais avoir mon client, mon navigateur, il va faire une requête sur le 192, par exemple 168.1.2, sur le port 80 /API /task. Mon serveur va recevoir ceci. Ça, c'est l'adresse IP du serveur HTTP. Le serveur HTTP va recevoir cette demande de connexion chez lui. Dans les configurations Nginx, il va détecter que dans l'URL, il y a ce petit bout de code-là, il y a le /API. Du coup, il va remplacer ceci par cela. Et c'est ainsi que nous pourrons joindre directement, via le proxy, le système de tâches. Voilà comment fonctionne donc le reverse proxy, et c'est la solution la plus élégante qu'il soit, parmi toutes celles que je vous ai montrées. Alors maintenant, donc forcément, il faut qu'on modifie encore une fois le app.js, parce que tout à l'heure j'avais fait une modification mais j'avais oublié de rajouter ici dans l'URL /API. Forcément, il faut que les URL contiennent ceci, une sorte de détecteur, hop, /API. Maintenant, donc, je vais reconstruire chacune des images. Donc déjà l'image hôte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon écran, voilà, séparé comme ça à moitié, et je vais pouvoir naviguer comme ça dans les noms de répertoire. Donc on va aller dans le répertoire, donc hot, API Kubernetes, hot deployment, on récupère ici le nom de l'image. Alors ce que je vais faire, je vais plutôt faire ça comme ça, hop, et on va passer en accéléré. Tac, et tac, voilà, ce sera bien. Donc hot déploiement, donc on fait un
Donc je relance l'application pour la énième fois, j'étais un bug, donc j'ai recréé toutes les images. Maintenant je vais un à un redémarrer les services nécessaires jusqu'à faire fonctionner le système. Donc je vais d'abord commencer par le système d'authentification. Donc cube ctl apply-f le hot deployment avec son fichier de service. Hot service. Ensuite, une fois que le service a été déployé, donc je peux récupérer son nom, hein, je peux avoir ma liste des services. Ici, on a bien le service qui a démarré. Et donc, je vais démarrer le service ici. Donc, il n'y a pas besoin de le démarrer. Ensuite, je vais faire un apply de l'API du système de user. Donc, apply user deployment et user service. Si je regarde ici, au niveau du service pour les users, on est en load balancer. Donc je peux éventuellement lancer ici le service pour tester s'il est bien démarré. Donc je fais un minikube service et le nom du service. Donc le nom du service ici c'est user service. On regarde ce qui va se passer. Je teste avec Insomnia. Je prends la route login. Hop, regarde, user create. Parfait. Et login. Voilà, donc le service est fonctionnel. Maintenant, une fois qu'on a le système d'authentification, on a le système des users. Maintenant, il nous faut le système des tâches, des tasks. Donc, je vais refaire un apply. Task deployment plus task service. Le service est créé. On peut vérifier si tout s'est bien passé. Le service est présent. Je récupère son nom. Voilà. Son nom est récupéré. Je vais aller voir un peu les pods. Les pods sont fonctionnels, tout se passe bien, il n'y a pas d'erreur. Donc maintenant, je vais pouvoir aller lancer le service en question. Je récupère l'adresse IP et je teste avec Insomnia. Donc je teste le système de task. Alors, je crois savoir, maintenant j'ai un flash. Si je regarde ici, voilà, donc le problème réside ici en fait. Voilà, en le refaisant une deuxième fois, j'avais oublié de mettre le dossier task. Ce qui veut dire que je vais devoir recréer, donc je vais supprimer ce service, donc je supprime ici. Voilà, je fais un petit clear. Je vais supprimer le service task, donc delete deployment.
qui s'appelle task deployment. Et je vais supprimer le service aussi deployment. Même si en fait j'aurais pu le. Et par précaution, hein, je le supprime. Delete service deployment. J'ai recréé ici donc le nom. Tac. Ok. Donc on va recréer ensemble l'image en question. Donc on va aller dans le dossier des tasks. Je vais récupérer le nom qui est attendu dans le déploiement de task. Donc docker-t, j'ai oublié le build. Docker push. Parfait. Et ensuite, maintenant, nous allons aller dans le dossier Kubernetes et remettre nos déploiements. Donc, je refais un apply des tasks deployment et un service qui vont être créés. Et maintenant, je peux relancer un service task. Alors, on va attendre un petit peu. Hop, Insomnia. Voilà. Donc le problème venait bien de là. Donc on arrive à faire des posts et on arrive à faire un get. Parfait. Bah maintenant il reste plus qu'à gérer le front. Donc Kubernetes, kubectl front-end deployment et front-end service. Et il nous reste à lancer donc le service qui est dédié au front-end, qui s'appelle front-end service si je ne me trompe pas. Voilà. Donc mini cube service front-end. Et là, j'ai l'application qui marche. Je peux récupérer les tâches que j'avais ces utilisateurs et en écrire une autre. Voilà. Donc on a une application qui est fonctionnelle avec une connexion entre les 4 pods, avec des connexions qui ont certains critères. Soit nous sommes en cluster ou en cluster IP ou en load balancer, voilà, pour protéger ou pas certains accès depuis l'extérieur. Et surtout, bien, on a utilisé la technique du DNS maintenant pour permettre à identifier, bien, pour récupérer l'adresse IP donc d'un pod à partir de son nom de service. Et autre chose, nous avons créé un reverse proxy pour éviter les problèmes de connexion euh, pour, pour avoir un proxy, un serveur qui nous sert de point d'entrée sur d'autres pods qui sont eux protégés à l'intérieur du cluster. Donc c'est le reverse proxy qui nous permet cela. Voilà, merci de votre attention et puis à bientôt.